Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui en fin de semestre, pour ainsi parler, pour accueillir notre invité aujourd'hui. Je m'appelle David Malone et j'ai la chance de travailler ici au CRDI. Thank you very much for... Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous avons un excellent invité qui est venu nous voir pour d'autres raisons, mais très gentiment, il a accepté de faire cette présentation publique avec nous tous présents ici et Monique. Je suis très heureux de vous voir ici, Monique Bégin, ancienne ministre de la Santé du Canada. Marwan Washer est un homme à plusieurs talents. Il nous l'a rappelé pendant le déjeuner. Il a un doctorat en ingénierie informatique, en génie informatique de l'Université Purdue. Ensuite, il est passé au journalisme pour le Toronto Times à Amman, que je lisais assez régulièrement et dans lequel j'ai publié déjà des articles, un excellent article en anglais dans sa région. Un excellent journal, pardon. Ensuite, rapidement, il est passé à l'interface politique et relations internationales, à un niveau très élevé, et il a pratiqué la diplomatie. Il a fait plusieurs choses dans la diplomatie, notamment l'une d'entre elles, c'était d'ouvrir l'ambassade jordanienne en Israël, et ensuite, très rapidement, il est devenu ambassadeur de la Jordanie aux États-Unis. En tant que politicien, il a siégé au Sénat de la Jordanie. Il a été ministre des Affaires étrangères de son pays, des Affaires extérieures, Premier ministre, surtout en charge des réformes, vice-premier ministre des questions de la réforme. Ensuite, il a été vice-président à la Banque mondiale pour les affaires extérieures, un poste très recherché qu'une seule personne ne peut occuper à la fois. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes frustrées qui ont été frustrées quand il a accepté ce poste. Et au grand plaisir de ses amis ici au CRDI, ensuite, il est parti à l'Institut Carnegie dans les affaires à but non lucratif, vice-président des études au Carnegie Endowment for International Peace. Il travaille dans plusieurs dossiers, dans plusieurs régions, et son travail permet de récolter des fruits en Russie notamment. Le Carnegie Endowment, depuis 4 ans, a élargi ses activités au Moyen-Orient et a créé un centre à Beyrouth, en parallèle au travail que fait le centre à Washington. Et nous avons eu la chance d'appuyer, de soutenir leurs activités là-bas, et nous aimerions continuer à le faire. Marwan, je vous cède la parole. Je suis sûre qu'il y aura une période de questions-réponses assez active par la suite. Donc on y arrivera une fois que vous nous aurez fait votre présentation. Bienvenue encore une fois. Thank you very much, David. Merci beaucoup, David. En fait, j'étais très heureux de quitter Washington, où il faisait très froid ce matin, et d'arriver à Ottawa, où il fait plus chaud. Toujours un plaisir que d'être au Canada et de voir autant de vieux amis, d'ambassadeurs du Canada en Jordanie. Ma présentation aujourd'hui va porter sur la modération arabe. En fait, comment redéfinir la modération arabe? Parce que je ne suis pas très à l'aise avec la définition traditionnelle de ce terme. Pour les Arabes aujourd'hui, l'étiquette modérée ne s'applique qu'à un seul dossier. C'est leur position sur le processus de paix entre les Arabes et Israël. Les États arabes ou les individus arabes qui sont pour la paix entre Israël et la Palestine, et d'autres Arabes par le biais de moyens pacifistes, sont connus par nous tous comme des modérés. Ceux qui ne le sont pas, soit en soutenant ou en
prenant part à des activités violentes pour mettre fin à l'occupation israélienne sont considérés comme des durs. Et ensuite, des pays comme l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Jordanie, pour n'en nommer que quelques-uns, sont considérés comme modérés, tandis que la Syrie ou des acteurs non étatiques comme le Hamas et l'Hezbollah sont considérés comme des durs, des purs et durs. Pour être sûr, l'axe entre l'Arabie saoudite, la Jordanie et l'Égypte a fait beaucoup d'efforts pour en arriver à la paix au cours de la dernière décennie, a même proposé des idées comme l'initiative pacifique arabe et la feuille de route du Moyen-Orient. Les Israéliens ont dit que c'était le seul parti qui voulait la paix, ou la seule partie qui voulait la paix, mais ils n'ont pas fait d'efforts semblables pendant cette période. Plus tôt, ils ont essayé d'affaiblir l'idée de règlement négocié, comme la séparation, le mur de séparation israélien et le désengagement de Gaza, de la bande de Gaza. Mais si on regarde un petit peu les défis auxquels le monde arabe est confronté aujourd'hui, ça inclut la bonne gouvernance et la réforme politique. Et on peut se demander si ces pays que j'ai cités pourraient-ils encore être considérés comme modérés? L'Arabie saoudite et la situation des droits de la femme ou de la diversité politique et du gouvernement représentatif n'a pas une démarche modérée, ni l'Égypte, puisque les partis politiques populaires comme la Fraternité musulmane sont encore interdits et n'ont pas le droit de se présenter aux élections. La majorité de l'établissement politique jordanien, qui en fait a muselé les institutions politiques, ne semble pas du tout modéré non plus. Comme le montrent ces exemples, la paix n'est qu'un seul des défis auxquels le Moyen-Orient est confronté. Les modérés se sont attaqués directement au processus de paix de façon vaillante, mais ils ont quand même ignoré les autres défis qui consistent à bâtir un État et avoir un système d'équilibre. Donc les modérés ont échoué, n'ont pas atteint leurs objectifs et leur crédibilité en a souffert. Les purs et durs, d'un autre côté, n'ont pas offert de meilleures solutions de rechange. Ils ont tendance à adopter des politiques rigides, aussi bien sur la paix que sur les réformes. Parfois, ils prennent les armes pour se faire entendre. Et au mieux, ils demandent des réformes sélectives qui ne répondent qu'à leurs propres besoins sans s'engager clairement envers les principes de diversité politiques, culturelles et religieuses, qui sont des diversités qui sont nécessaires pour en arriver à une paix durable. Malheureusement, tous les pays arabes, qu'ils soient modérés ou durs et purs et durs dans le sens traditionnel du terme, ont résisté en grande partie aux réformes politiques. Certains ont lancé des programmes ad hoc pour élargir certaines libertés politiques, surtout en raison de pression venant de l'extérieur. Mais aucun pays arabe aujourd'hui n'a adopté de processus systématiques à long terme pour encourager une infrastructure nécessaire pour une société démocratique qui s'accompagne d'un système où tout est équilibré, il y a des vérifications pour qu'on puisse avoir une véritable reddition de comptes et une transparence dans le processus politique. L'idée que la réforme politique devrait être un processus interne dans le monde arabe, bon, je suis d'accord avec cela, c'est une idée dont on se sert comme excuse pour ne rien faire ou très peu. Quand les élections en 2005 et en 2006 ont permis de remporter quelques succès pour les partis islamiques en Égypte et dans les territoires palestiniens, les pressions de l'extérieur sont arrivées et on a commencé à travailler sur la réforme. La résistance au processus de réforme vient surtout de l'élite du monde arabe, des gens qui veulent absolument protéger leurs privilèges dans un système qui achète la loyauté avec des faveurs. Et on ne veut pas que le processus politique évolue et devienne un système axé sur le mérite, ce qui mettrait fin
à leurs privilèges et qui leur volerait ces privilèges. Pour se protéger, cette élite s'est servie de l'ascendance de l'islam politique. Ça en est servi comme une tactique pour faire peur, aussi bien à l'intérieur qu'au sein de la communauté internationale. Ces arguments sont simples et efficaces. Voyez, on vous l'avait dit. Vous ouvrez le système et voilà ce qui arrive. Les islamistes rentrent. C'est ce qu'on a entendu. Et donc, même quand des élections ont lieu, comme par exemple celle du mois de novembre en Égypte et en Jordanie, les lois sont conçues de manière à protéger l'élite en produisant des parlements qui sont faibles et axés sur le service, ou les services plutôt que des parlements qui exercent une surveillance de l'exécutif. Les parlements ne veulent jamais partager leur pouvoir avec l'exécutif ou surveiller les excès éventuels. Aujourd'hui, nous sommes témoins du grand succès de ces lois, mais aussi de leurs effets désastreux. L'élite au pouvoir, avec en face de laquelle nous n'avons pas de parti d'opposition ni de liberté de la presse, eh bien, s'est développée. Transparence internationale a dit que plusieurs pays arabes ont eu 80 ou plus en matière de corruption, dans l'indice de la corruption. Les privilèges de l'élite se sont élargis et l'élite veut absolument les protéger. On a perdu cette loyauté envers l'État et on a perdu le mérite comme vertu. Les partis politiques ont comblé le vide créé par la suppression des partis non religieux nationaux, dominent l'arène publique avec le gouvernement arabe et complètent le rôle de l'État pour offrir des services publics. Par le biais de leur philanthropie et de leurs services sociaux, les partis musulmans ont construit une base très large et très profonde de soutien. Quand les régimes arabes envisageaient leurs réformes politiques dans les années 90, les groupes religieux avaient déjà établi une avance par rapport à d'autres groupes de la société civile. Et ces groupes avaient du mal à progresser, en fait. L'inertie politique, qui visait à préserver le statu quo pour les élites au départ et qui plus tard leur aurait permis de se protéger, de protéger la société contre les idées radicales, eh bien, ont en fait produit les effets opposés. L'élite au pouvoir, considérée par le public arabe pas vraiment comme modérée, mais plutôt comme irresponsable, et l'ascendance des groupes religieux qui se servent de l'islam pour des objectifs politiques. Donc, à la suite de tout cela, ceux qui demandaient des réformes pluralistes dans le monde arabe ont contré avec un argument différent, disant « Voilà, vous voyez, on vous l'avait dit, vous n'ouvrez pas votre système et voilà ce qui se passe. Les islamistes, et seulement les islamistes, entrent et amassent leur soutien. » Il n'y a pas d'excuse pour la situation d'aujourd'hui. Dans d'autres régions du monde, on a appris à aborder les défis, à progresser, même si ces défis sont aussi formidables que le conflit arabe-israélien. Le monde arabe pense que ces circonstances spéciales devraient lui permettre d'en arriver à un processus de réforme judicieux. Ces deux discours dominants dans le monde arabe aujourd'hui, ceux de l'élite politique d'un côté et ceux des forces qui se servent de la religion pour leurs propres intérêts de l'autre, eh bien, sont de moins en moins à l'aise ou dans la région arabe. Dans le monde arabe, on a besoin d'une troisième voie, une force politique qui soit modérée et qui regroupe tout le monde. Quelqu'un me disait que modéré n'était pas un mot très à la mode et très attirant.
qui soit modéré de façon proactive et qui regroupe tout le monde. Un groupe qui soit aussi passionné par la réforme qu'il le serait par la paix, qui insisterait, qui voudrait absolument une diversité politique et culturelle et qui tenterait d'atteindre ses objectifs par des moyens pacifiques. Un tel discours est quasiment absent aujourd'hui dans la vie politique arabe. Et cela est absent même aussi dans la tête et dans le cœur des citoyens arabes ou de bien des citoyens arabes. La pensée politique et culturelle arabe est de plus en plus introvertie. On ignore, on rejette les interactions avec les civilisations extérieures, avec d'autres écoles de pensée. En fait, cet isolement qui est auto-imposé a laisser le monde arabe en retard par rapport aux autres régions du monde en termes de développement humain, stabilité socio-économique et réforme politique. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Toutefois, en dépit des nombreux défis auxquels la région est confrontée, et le centre arabe en particulier, il existe aujourd'hui des débouchés uniques. On peut lancer un nouveau discours dans la région qui considérait la diversité comme une source de puissance, de pouvoir et non pas de faiblesse pour la région et qui ferait la promotion d'un agenda multidimensionnel. Un processus de réforme culturelle et politique interne à l'arabe, si vous voulez, un système de surveillance dans lequel aucun État ne dominerait un autre, une région développée et stable, pacifique, une société du Moyen-Orient qui inclurait tous ses citoyens et des groupes, tous ces groupes. Trois principes font partie de ce nouveau discours, le pluralisme, les moyens pacifiques et l'inclusion. Un engagement envers ces trois idéaux par les pays arabes renforcerait le centre arabe et élargirait sa base de soutien dans toute la société arabe. Le pluralisme, en fait, c'est une conviction fondamentale. On croit, on s'engage envers la diversité politique et culturelle à l'échelle de toute la société et en tout temps. Aucun parti n'a le monopole sur la vérité ou le pouvoir. Aucun parti ne peut imposer ses opinions culturelles sur le reste de la société. Un engagement vers le pluralisme doit inclure un système multipartite avec le droit de la majorité, les droits de la minorité protégés garantis, une indépendance du système judiciaire, la liberté de la presse et de l'expression, l'application de la primauté du droit et le respect des droits de la personne. Les moyens pacifiques, ça veut dire que dans chaque pays, le pluralisme ne peut pas exister à moins que tous les partis ne croient que seul l'État ne peut porter les armes. Aucun groupe ne peut atteindre ses objectifs par la violence dans les pays de la région. Cela signifie que les acteurs non étatiques, comme le Hamas, le Hezbollah ou les différents groupes armés irakiens, doivent absolument être désarmés et être intégrés dans le processus politique dans leur propre pays. À l'échelle régionale, maintenir la paix, eh bien, ça inclut de s'engager pour résoudre le conflit arabo-israélien de façon pacifique. Il faut aussi s'engager à rejeter la violence, à inclure, y compris la violence contre les civils, qu'ils soient israéliens, arabes ou autres. Et l'inclusion maintenant. Le monde arabe aujourd'hui est une mosaïque de communautés ethniques et religieuses. Ça inclut des musulmans, des sunnis et des chiites, d'autres, des chrétiens de tout groupe, des juifs, des arabes, des kurdes, des arméniens, des circassiens, des tchétchènes et des berbères. Ce discours modéré doit viser une société qui soit inclusive pour tous les citoyens et qui considère la diversité qui existe dans le monde arabe comme une force positive. Ça devrait aussi inclure une position forte, musclée, disant que les femmes doivent participer activement au développement de la société avec des droits égaux. Pour produire ce genre de véritables réformes et en fait défaire ou se sortir de ce cul-de-sac, il faut
avoir une démarche graduelle. Mais graduelle, ça ne veut pas dire aller comme une tortue ou avoir des programmes qui ne s'ajoutent pas à un processus de véritable réforme. Graduelle, ça doit vouloir dire aussi sérieux et soutenu. Un exemple d'effort graduel et sérieux serait justement l'agenda national jordanien, un plan de réforme politique, économique et sociale. Ce programme a été créé en 2005 par un comité inclusif qui représentait tout un éventail d'idéologies politiques, économiques et sociales qui incluait des personnalités des partis politiques, du Parlement, des médias, la société civile, du secteur privé et du gouvernement. Le document ne se basait pas sur des énoncés rhétoriques ni sur des initiatives rhétoriques, mais plutôt à suggérer des programmes précis avec des échéanciers, des indicateurs en matière de rendement et des liens budgétaires. Dans le domaine de la réforme politique, on offrait une série de changements à apporter à des lois pour ouvrir le processus électoral, pour empêcher la discrimination faite aux femmes, pour encourager la liberté de la presse et pour aborder d'autres domaines grâce à un processus qui visait à mettre sur pied un système de surveillance et d'équilibre partout au pays pour vraiment passer à un système axé sur le mérite. Et c'est justement à cause ou grâce à ces réformes, ou plutôt à cause de ces réformes, que ces efforts ont été contrés par un établissement de politique enraciné qui ne voulait pas que ces privilèges prennent fin. Chaque année, un nouveau gouvernement en Jordanie dit au public qu'il est sérieux et qu'il veut absolument mettre en œuvre cet agenda national. Chaque année, il n'y arrive pas, il ne le fait pas. Donc, la rhétorique, malheureusement, est toujours perçue comme un outil suffisant pour lutter contre les pressions de l'extérieur et pour essayer de continuer à leurrer un public qui est de plus en plus sceptique. Un des nombreux domaines où on a besoin de plus de réformes, c'est le domaine de l'éducation. Pas la quantité en matière d'éducation, mais plutôt la qualité du système d'éducation. Ce qui brille par son absence dans les systèmes d'éducation arabes, c'est un programme qui permettrait de qui valoriserait l'évolution d'un concept sain de citoyenneté, qui enseignerait des valeurs comme la tolérance, l'appréciation de la diversité et différents points de vue, qui encouragerait la créativité, la pensée critique et la recherche. Mais plutôt, les enfants arabes aujourd'hui se font dire très jeunes que les différences doivent être combattues pour desservir les objectifs communs de tous les Arabes. Ils pensent de façon monolithique, dans une seule dimension. La pensée critique n'est ni valorisée ni encouragée. Les vérités sont toujours absolues plutôt que relatives. Des générations entières ont cru que l'allégeance envers son pays, c'est l'allégeance envers un pays, un système ou un chef. Être un bon citoyen, ça se mesure par la loyauté au leadership du pays. La diversité, la pensée critique et les différences individuelles sont des trahisons. Malheureusement, et c'est triste, il existe une alliance entre les deux grandes forces politiques dans le monde arabe, le gouvernement et l'opposition religieuse, qui s'opposent à toute amélioration au système éducatif arabe. Les deux groupes veulent maintenir leur monopole sur ce qu'on enseigne aux enfants. Un dit que seulement sa version, son interprétation de l'histoire, de la religion et des valeurs est la bonne. Les étudiants ne sont pas censés poser de questions, penser, analyser ou même envisager d'autres interprétations. Donc, aucune de ces forces n'a entrepris de véritables processus de réforme du système éducatif. Au contraire, elles ont évité les problèmes de fond et se sont contentées d'avoir des réformes marginales. Les améliorations continues qui sont apportées
à l'infrastructure physique du système d'éducation ne valent rien. Parce qu'il faut aussi investir, et investir encore plus, dans l'infrastructure humaine, dans les écoles et les universités. Parce que sans cela, les réformes dans tous les autres domaines, à mon avis, ne serviront à rien. Au fur et à mesure, on a vu que le processus de paix arabo-israélien n'arrive pas à aboutir et les besoins en matière de réforme se multiplient, comme par rapport à l'éducation. Les Arabes modérés doivent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas limiter leur modération au processus de paix et juste espérer rester crédibles aux yeux du public. Le public arabe doit être convaincu qu'un discours arabe proactif et pragmatique devrait englober d'autres enjeux, la bonne gouvernance, le bien-être économique et la prise de décision inclusive. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, la perte de crédibilité. Quand on n'aborde pas les choses qui sont importantes pour la vie quotidienne des citoyens, eh bien, ça mène à une perte de crédibilité des politiques modérées. Bien des Arabes pensent que les positions pragmatiques du centre arabe vis-à-vis du processus de paix vont à l'encontre des intérêts arabes pour desservir les pouvoirs occidentaux plutôt que de tenter à mettre fin à l'occupation israélienne, à établir un État palestinien viable et à apporter une stabilité et une prospérité dont la région a besoin depuis si longtemps. Si le centre arabe devait un jour triompher et se débarrasser de l'image que ses opposants essaient de lui imposer, ils disent qu'ils essayent de compromettre les droits arabes, eh bien, il faut commencer à planter les graines. Il faut absolument créer une société qui soit robuste, diverse, tolérante, démocratique et prospère. Et le temps est venu maintenant. Merci beaucoup. Marwan, merci beaucoup. Je pense que vous avez vu en fait que tout le monde vous prêtait attention pendant votre discours. Je pense que c'est quelque chose qui est remarquable à la fin donc d'une période très chargée. Pour ceux d'entre vous qui voulez poser une question, vous avez des microphones qui sont placés dans la salle. Et on va commencer avec nos premiers intervenants. Premièrement, merci d'avoir dressé un portrait très réaliste de l'état de la modération, au fait, au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter avant de faire votre intervention? J'aurais dû vous le dire tout à l'heure. Je suis Raminder Singh. J'ai quelques commentaires avant de vous poser une question. Tout d'abord, l'extrémisme de toutes sortes, que ça soit au Moyen-Orient, que ça soit dans les pays tels que l'Inde, où nous avons également des nationalistes hindous, c'est une entrave, un obstacle envers donc la prospérité nationale. Comment est-ce qu'on peut affaiblir le pouvoir de ces extrémistes? La situation au Moyen-Orient, alors, remonte très loin. Alors, pas d'histoire. Est-ce que vous pouvez peut-être arriver à poser votre question? J'ai quelques questions pour vous mettre en contexte. Je vous dis donc que le problème dans le Moyen-Orient trouve ses racines dans la colonisation des terres arabes par les Israéliens. Il y a eu plusieurs tentatives de régler ce problème. Mais jusqu'au moment donc où le drapeau palestinien flottera sur
un État indépendant palestinien, alors la modération va être quelque chose d'inatteignable parce que le pouvoir de ces extrémistes trouve ses racines parmi les citoyens qui ne sont pas contents. La Jordanie a déjà mené une guerre contre l'Israël, mais maintenant la Jordanie est plutôt modérée. De votre point de vue, quelle est l'entrave, l'obstacle maintenant qui empêche la paix donc en Palestine? Marwan, est-ce que vous pouvez, quand on vous pose plusieurs questions avant que vous répondiez? Alors, merci d'avoir posé votre question. Je suis un ancien professeur de l'anglais. J'ai une question que j'aimerais vous poser. Je suis perplexe. Quelle est la différence entre les pays arabes, le monde arabe et le monde européen pour ce qui est sur le plan social et politique? Il y a une centaine d'années, alors il y avait très peu de différence entre les deux. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pour ce qui est des réformes que vous prévoyez, en Europe, toutes ces réformes étaient fondées donc sur la croissance d'une classe moyenne. Est-ce que ce genre de classe existe au monde arabe? Merci beaucoup. Donc, une dernière question. J'ai deux questions. Je suis Ahmed Singh de Citoyenneté et Immigration Canada. Ma question porte sur l'incorporation des extrémistes ou des partis religieux qui sont extrémistes au sein du gouvernement. On a dit en fait que ces sentiments seraient atténués. Est-ce que la masse ou est-ce que la fraternité musulmane pourrait être inclus ou imbriquée dans un système parlementaire? Est-ce que ça serait acceptable? Ma deuxième question porte sur la Turquie. Est-ce que vous voyez la Turquie comme étant un modèle pour établir donc un équilibre entre les partis religieux et le système démocratique? Est-ce que ça serait un modèle que les pays arabes pourraient peut-être adopter? Merci beaucoup. Alors, trois questions très importantes, très valables. Pour ce qui est du rôle du conflit arabo-israélien, il n'y a aucune question, aucun doute plutôt, que ce conflit continue à être donc un obstacle à la réforme et des efforts de réforme dans la région. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avant de régler ce conflit, alors la réforme sera très difficile à atteindre. J'aimerais ajouter ce qui suit. Il ne fait aucun doute non plus que ce conflit a également été utilisé comme prétexte pour ne pas réformer. En tant que citoyen arabe moi-même, je ne veux pas devoir attendre encore 50 ans avant que ce conflit soit réglé. Je ne veux pas devoir attendre pour m'attaquer donc aux problèmes auxquels fait face ma société. Et les femmes au Parlement, qu'est-ce que ça a à voir avec ce conflit? Pourquoi on ne peut pas effectuer des changements dans ce domaine? Et la primauté du droit et le traitement équitable des gens, qu'est-ce que ça a à voir avec ce conflit également? Il y a des choses qui doivent être faites sans attendre la fin de ce conflit, mais je suis quand même tout à fait d'accord avec votre prémisse. Pour ce qui est de la classe moyenne maintenant, je ne veux pas devoir répéter encore une fois que je suis d'accord avec votre position. Je suis également d'accord que sans une classe moyenne, il y a très peu d'espoir pour effectuer des réformes. J'aimerais également ajouter que pour que cette classe moyenne voie le jour, il faut avoir un système de garantie donc qui fait en sorte que les avantages économiques soient répartis de façon équitable. La plupart des systèmes au monde arabe, et je dis la plupart parce que je veux être diplomate, la plupart des systèmes au monde arabe parlent de la libéralisation économique avant la libéralisation politique. Alors,
Il faut donc remplir les poches des citoyens et ça va les rendre plus modérés et plus responsables en tant que citoyens. Alors, le résultat de cette politique a été le suivant. La libéralisation économique, l'ouverture du système et l'intégration dans l'économie mondiale sont un système de garantie. Alors, a signifié en fait que les avantages de cette ouverture ont été ressentis plutôt par l'élite et pas par les citoyens, par messieurs et madame tout le monde. Alors l'écart entre les riches et les pauvres au monde arabe est beaucoup plus important maintenant que quand les systèmes économiques étaient fermés. Et ça, c'est donc une préoccupation assez importante et c'est un des meilleurs arguments dont on peut se servir pour contrer l'idée que l'économie doit passer avant la réforme politique. Alors, le problème avec la Hamas et l'Hezbollah, c'est que ce n'est pas qu'ils ne soient pas donc intégrés dans le système parlementaire de leur pays. Ils le sont. La Hamas a donc la majorité au Parlement palestinien et l'Hezbollah également n'a pas la majorité, mais dispose de 10 ou 12 députés au Parlement libanais. Ce n'est pas un problème, c'est donc le choix du peuple. Mais le problème, c'est en fait que ces deux organismes, en fait, travaillent sur deux plans. Ils travaillent dans le domaine politique et ils travaillent également à l'extérieur de ces systèmes. Donc, l'Hezbollah, aujourd'hui, au Liban, a beaucoup plus d'influence de ce qu'il pourrait avoir au Parlement. Et leur opinion, c'est, ou veut pas, que nous allons donc dicter la situation. La même situation s'applique au Hamas, en fait, qui a son propre mini-État, mini-entité dans la bande de Gaza. Donc, l'incorporation dans le système politique de leur pays est un must, est nécessaire. Mais il y a également autre chose qui est nécessaire, selon moi. De tels organismes doivent faire un choix. Ils doivent choisir d'être des intervenants politiques et donc doivent céder leurs armes, ou sinon, ils ne veulent pas participer au système parlementaire et doivent rester à l'extérieur. Le modèle Turquie, comme modèle. C'est intéressant. La Turquie, depuis très longtemps, est vue de façon négative par les Arabes. Et ça remonte donc à l'Empire ottoman, parce que la Turquie a donc s'est rapprochée en fait de l'Israël et des pays occidentaux. Et la Turquie elle-même ne voulait pas maintenir donc ses relations historiques avec le monde arabe. Donc pendant très longtemps, la Turquie et le monde arabe ne se voyaient pas sous une optique objective. Il y a deux choses qui se sont produites depuis. La Turquie, qui est maintenant régie par un parti islamiste. La Turquie a décidé de s'ouvrir vers le monde arabe et adopter donc une politique de paix avec ses voisins. Et de façon paradoxale, aujourd'hui, la Turquie a de très bonnes relations avec la Syrie. C'est un pays qui, historiquement, avait connu des problèmes avec la Turquie. Alors, le Premier ministre et la position du Premier ministre de la Turquie pour ce qui est du conflit arabo-israélien, il est conçu, enfin, il est perçu plutôt comme un Premier ministre qui n'a pas eu peur, en fait, de tenir tête à Israël. Il a envoyé donc une flottille pour offrir de l'aide humanitaire à la bande de Gaza. Aujourd'hui, le leader le plus populaire au monde arabe est en fait le Premier ministre turc. Il n'est pas arabe. Mais pour ce qui est du modèle démocratique,
de la Turquie, qui est un modèle qui a certaines lacunes, bien entendu. C'est un modèle qui n'a pas été étudié de façon sérieuse par le monde arabe, pour toutes les raisons que je vous ai citées tout à l'heure. Erdogan est donc un leader, un chef très populaire aujourd'hui à cause, en fait, de sa position sur le Moyen-Orient. Alors, ce que j'espère, j'espère que ce nouveau rapprochement entre la Turquie et le monde arabe, j'espère que les Arabes vont, pour la première fois dans leur histoire, à étudier le modèle de gouvernance de la Turquie, et j'espère que le monde arabe va adopter les parties positives, les éléments positifs de ce système. Et ça va leur permettre donc de inclure tous les partis, tous les éléments dans un système pluraliste. Moi, j'ai donc des antécédents palestiniens. Je ne veux pas vous poser une question sur le conflit arabo-palestinien. Je travaille au sein de la police d'Ottawa. Nous avons constitué un comité pour étudier la violence. Vous avez dit en fait que le monde arabe doit offrir une participation égale aux femmes. Que pensez-vous donc de cette violence fondée sur l'honneur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer cela? Bien entendu, il y a certains efforts qui ont été faits donc pour contrer cette violence et l'aspect tribal de cette violence. Je suis Dave Cumberford, qui est président du Conseil national sur les relations arabo-canadiennes. Nous voulons donc organiser une conférence à l'automne qui va porter sur les relations entre le Canada et le monde arabe. Et votre discours est une source d'inspiration pour moi. J'ai une question pour vous. Ne pensez-vous pas, en fait, que la modération arabe est définie par les pays occidentaux et que cette modération a été achetée dans bien des cas par les pays occidentaux? Alors, les pays qui ont des ententes de paix avec l'Israël, l'Égypte, la Jordanie, il y a d'autres pays qui ont de bonnes relations avec l'Israël, la Tunisie, le Maroc, par exemple. Si on prend ces exemples, ne pensez-vous pas que si tous les autres pays arabes se faisaient acheter, est-ce qu'on aurait donc une paix ou une solution juste aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Et deuxièmement, quels seraient les enjeux qu'une conférence au Canada devrait traiter pour améliorer les relations entre le Canada et le monde arabe? Messieurs, je représente l'Université de l'Ottawa. J'ai la même profession que le Dr Marshall. J'aimerais vous parler du côté pragmatique. La troisième voie. Quel est l'échéancier? C'est 50 ans, 100 ans, 25 ans? Parce que les échéanciers, les échéances sont très importantes. Je suis informaticien. Nous voulons donc avoir des jalons. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question est la suivante. Alors, l'élite, pourquoi serait-il donc prêt à accepter ce plan? Parce que c'est dans leurs intérêts, en fait, de maintenir le statu quo. Marwan, à vous. La violence fondée sur l'honneur, ce n'est pas donc une violence honorable et devrait donc avoir donc une façon juridique ou légale pour punir ce genre de crime. On a toujours dit, on a souvent dit en fait que ce n'est pas fondé sur la religion. Il n'y a rien dans la religion, en fait, qui appuie ce genre de crime fondé sur l'honneur. Alors, c'est purement sociétal. C'est un phénomène sociétal.
Ce n'est pas donc limité à des pays tels que la Jordanie, ça s'applique également à d'autres pays arabes et d'autres pays de cette région également. Le problème que nous avons vécu en Jordanie, c'est que, pour ce qui est de cette question-ci, le gouvernement, malheureusement, a été plus libéral que le Parlement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement a proposé des lois qui empêcherait donc des peines réduites pour les personnes qui commettaient ce genre de crimes, mais le Parlement n'était pas prêt à l'adopter. Et ça reste donc un problème énorme. Et j'espère que l'éducation pourrait donc contribuer à régler ce genre de problème. La modération, est-ce que les pays arabes se sont fait acheter? Pour être franc, il y a certains pays arabes qui n'ont pas besoin de se faire acheter parce qu'ils ont plus d'argent. Ils nagent dans l'argent, en fait, mais ça n'a pas mené donc à la modération et aux réformes. Donc, ce n'est pas vraiment une question financière, c'est plutôt une question d'intérêt. Malheureusement, alors, l'Occident s'est penché sur leurs intérêts de sécurité à court terme et à sacrifier, ou ont sacrifié plutôt leurs intérêts à long terme, c'est-à-dire de maintenir les pays durables au Moyen-Orient. Alors, les échéances maintenant et les jalons. Je suis d'accord avec vous, il faut des échéances. Mais personne ne peut vous dire combien de temps ça va prendre, 50 ans, 100 ans. Ce n'est pas un problème plutôt de génie, d'ingénierie, où les réponses sont bien évidentes. Il n'y a pas vraiment d'échéance précise, mais je pense que ce qu'on pourrait avoir, c'est un plan durable et sérieux. Et peu importe, ça peut prendre 30 ans, 50 ans. Ça, ce n'est pas important, mais il faut avoir un plan qui est soutenu. Il ne faut pas que ce soit donc des programmes ponctuels qui ne mènent pas donc à une ouverture du système. Et pourquoi l'élite devrait accepter ce plan? C'est une question fondamentale. C'est une question que je me pose sans cesse. Pourquoi l'élite devrait-il donc accepter ce plan? Ma réponse est la suivante. Il n'y a pas d'autre choix. Si l'élite pense en fait que le statu quo peut durer, alors elle va être très surprise. Alors, une anecdote maintenant. Il y a un homme qui tombe, en fait, qui saute du 10e étage. En descendant, il rencontre donc un homme qui est sur le balcon au premier étage. Et la personne au premier étage regarde la personne qui tombe. Il dit bonjour, comment est-ce que ça va? Il dit bon, jusque-là, ça va bien. Alors, le statu quo n'est pas durable, ne peut pas durer. Comment est-ce qu'on peut convaincre les gouvernements? Alors, ça va être un problème de taille. Mais il faut le faire. Il n'y a pas d'autre solution possible, selon moi. Il faut donc passer par ce processus graduel. Il y a une question qui a été posée en ligne. Le docteur Assim Makbul qui pose la question suivante. Quelle stratégie suggérez-vous donc pour améliorer le niveau d'intégration des pays du Moyen-Orient au monde entier? Maintenant, on va permettre aux autres intervenants de poser leurs questions. À vous, messieurs. Bonjour, je suis Dr. Prabhu Yogi, je travaille pour le gouvernement du Canada, mais moi je suis indien d'origine. J'ai une question à 3 volets. Premièrement, est-ce que vous avez comparé donc l'expérience de l'Inde à partir de 1947 à l'expérience en fait du monde arabe? C'est évident pourquoi j'ai choisi cette date. Deuxième question.
Est-ce que cette différence est en fait attribuable en fait à une différence au niveau du système éducatif? Nous, en Inde, nous avons connu donc 4 générations d'éducation britannique. Ça a mené donc à la création d'une classe moyenne de taille. Troisième question, ça porte sur donc l'intégration. Est-ce que donc la façon de penser des Arabes au Moyen-Orient est au diapason avec les musulmans qui vivent à l'extérieur du Moyen-Orient? À vous, messieurs. J'aimerais remercier le CRDI tout d'abord d'avoir organisé cet événement, cette conférence. Moi, je suis d'origine soudanaise. Nous avons donc vécu une expérience très mauvaise. Les islamistes donc ont pris le pouvoir au Soudan et ont renversé le système démocratique. Les islamistes se servent donc de l'armée bien des fois pour renverser les gouvernements démocratiques. Nous sommes donc le pays le plus important de l'Afrique. Monsieur Marwan, merci. Ma première question est la suivante. Peut-être une seule question pour permettre à d'autres intervenants de poser leurs questions. Ma deuxième question est plus importante que la première question et vice-versa. Quel est le rôle donc de l'armée à maintenir ce régime au pouvoir? Le rôle de l'armée est très, très important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ma prémisse. Ma deuxième question maintenant. Alors, les pressions exercées par l'extérieur ont mené à certains changements, comme vous avez dit, certaines réformes, disons. Est-ce que vous continuez plutôt à appuyer cette approche? Nous avons appris des leçons en Irak. L'Irak qui connaît donc une situation chaotique. Pensez-vous donc que l'aide étrangère, que ce soit militaire, politique ou les deux, est-ce nécessaire? Alors, merci. J'aimerais demander à ceux qui font la queue maintenant de rester devant le microphone, mais on ne peut pas permettre à d'autres de poser des questions parce que notre invité n'est pas en mesure, en fait, de répondre à d'autres questions par la suite. À propos de l'intégration avec le reste du monde, alors tout d'abord, la mondialisation, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. C'est quelque chose à laquelle on fait face et qu'on essaye de traiter. On n'a pas de choix. La région arabe, à mon avis, ou toute autre région, en fait, ne peut résister à la mondialisation ou ne résisterait à la mondialisation en voyant les avantages qu'elle amène. Je me souviens, la Jordanie, au milieu des années 90, quand la Jordanie tentait de rentrer au sein de l'OMC, le secteur privé, tout comme la grande majeure partie de la population, était contre l'entrée de la Jordanie à l'OMC parce qu'ils pensaient que la mondialisation allait amener une compétition défavorable à leur égard. Mais les gens ont commencé à voir aussi les bienfaits de l'adhésion à l'OMC. Quand il était temps, à la fin des années 90, de négocier l'accord de libre-échange avec les États-Unis, le même Parlement et les mêmes gens d'affaires, le même secteur d'affaires qui avait critiqué le gouvernement pour avoir adhéré à l'OMC, l'a critiqué aussi pour la lenteur avec laquelle il négociait l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, je ne crois pas qu'il y ait d'opposition idéologique qui empêche ou qui s'oppose ou qui fasse obstacle à l'intégration avec le reste du monde. Mais en même temps, je reviens
à mon argument de départ qui disait que sans réforme politique, les gens vont voir l'intégration à l'économie mondiale comme étant une façon d'enrichir les plus riches plutôt que d'apporter des avantages au pays dans son ensemble. Votre question sur le sous-continent indien et en 1947, je pense que vous parlez des différentes expériences entre le Pakistan et l'Inde, n'est-ce pas? Le fait que le Pakistan soit musulman et l'Inde ne le soit pas, ou en tout cas pas gouverné par des musulmans. Si vous regardez le monde aujourd'hui, et vous avez tout à fait raison de souligner le fait que la majorité des musulmans dans le monde aujourd'hui vivent dans des pays non arabes. Si vous regardez l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, la Turquie, l'Iran, la grande majorité donc ne vivent pas dans des pays arabes. Et dans bon nombre de ces pays non arabes, il y a une certaine forme de démocratie en place. Certaines sont meilleures que d'autres, mais bon. Donc l'islam n'est pas un obstacle au système démocratique, comme on le voit dans ces pays-là. Mais pourquoi le monde arabe? Pourquoi le monde arabe n'a-t-il pas fait ou avancé au même moment que les autres régions? Bien, j'aimerais que vous me donniez la réponse parce que on a tous du mal. C'est l'histoire du colonialisme. Est-ce que c'est le conflit israélo-arabe qui est en cause? Est-ce que c'est le système de rentier à cause du pétrole, les pays qui ne payent, où les gens ne payent pas d'impôts et ne sont pas représentés ou ne demandent pas une représentation? Donc, pourquoi le monde arabe résiste-t-il? L'Amérique latine a bougé, l'Afrique sahélienne a bougé, l'Asie du Sud-Est a bougé aussi. Seule la région arabe, sur la question de la gouvernance, est plus ou moins stagnante et n'a pas bougé par rapport à il y a 20 ans, ou peut-être même d'autres disent qu'elle a même régressé. Le rôle de l'armée, bon. Le rôle de l'armée n'est pas là non plus au Soudan. Enfin, c'est partout, que ce soit l'armée, les services des renseignements secrets, bon, peu importe le nom qu'on leur donne, malheureusement, ce sont les protecteurs la plupart du temps. Dans tous les pays arabes, l'armée est plus importante que le leadership civil. Je ne connais aucun pays où l'armée soit moins importante que le chef civil ou là. Et si je me trompe, veuillez me le dire. Par rapport à la question sur les pressions venant de l'extérieur. La question des pressions extérieures. À un moment donné, il y avait beaucoup de pression au début de cette décennie, avec l'initiative du Moyen-Orient, l'agenda Bush pour la liberté. Donc, de grosses pressions étaient effectuées à ce moment-là pendant un certain temps. Mais aussi, il y a eu un moment où il y a eu des pressions faibles, des ententes avec l'Union européenne, des politiques, des programmes de réforme qui ont été adoptés conjointement. Et ensuite, il y a eu une époque dénuée de pression. Après 2005 et 2006, à cause de l'élection du Hamas et de la fraternité musulmane en Égypte. Bon, et il n'y a pas eu de politique de réforme sérieuse pour le monde arabe. Mais que ces pressions étaient fortes, faibles ou absentes, le résultat était le même. Les États arabes sont devenus assez intelligents et ont pu en fait se servir de ces pressions d'une façon ou d'une autre, soit en y répondant avec des programmes spéciaux qui ne mènent à aucune réforme vraiment utile, soit par le biais de discours ou de processus où les réformes étaient absentes.
Moi, il n'y a pas eu de modèle semblable à ce qu'on a vu en Irak. C'est pas comme ça qu'on fait venir la réforme. La réforme doit venir de l'intérieur, doit être nationale. Mais il y a aussi beaucoup de teintes de gris, si vous voulez. Il y a tout un éventail de pression entre l'absence totale de pression et les pressions à la bouche. Et dans cet éventail, on peut avoir une collaboration entre les pays de la communauté internationale et les pays concernés. Il faut comprendre que si on n'a pas de réforme, on ne peut pas se retrouver du jour au lendemain dans une société démocratique. Il faut que ce soit un processus graduel. Il faut que ce processus graduel soit pris au sérieux, soit soutenu, continue. Ça ne doit pas. C'est pas un processus qui peut aboutir en 1 an ou 2. Bon, selon bien sûr le type de pression qui s'exerce et qui existe. Merci beaucoup. Je vais vous dire que nous avons 5 personnes au microphone dans la salle. Je vais vous demander à chacune d'être relativement bref, peut-être de vous limiter à une question pour notre conférencier. Monsieur, allez-y. Bonjour, Bruno Lagacé, économiste en développement international. J'ai travaillé en Afrique du Nord et dans bien des régions de l'Afrique. J'ai l'impression que un des arguments clés de votre discours, c'est l'acceptation de la diversité socio-politique et religieuse. L'acceptation ultime de ces 3 éléments de diversité serait, à mon avis, l'acceptation de la diversité des Palestiniens et des Israéliens. Ce qui permettrait d'en arriver à un État fédéré ou bon, autre chose. Mais je crois nous nous mentons à nous-mêmes et on semble vouloir continuer à se leurrer en se disant qu'il y aura une solution en 2 étapes. Mais je ne vois pas qu'avec tous les développements sur la bande de Gaza et les territoires, tout ce qu'on a vu à Gaza, cette solution en 2 étapes est impossible, n'existe pas. Et j'aimerais voir vos commentaires là-dessus. Monsieur, oui, merci. Bruce Moore, je siège au conseil d'administration du Forum pour la gouvernance mondiale démocratique. On a des activités dirigées par la société civile. On essaie d'entamer un dialogue avec les pays islamiques. Étant donné ce que vous nous avez dit sur les occasions qui se présentent, ou en tout cas la valeur de l'inclusion, du pluralisme et des démarches pacifiques, quel conseil donneriez-vous à la société civile du Sud qui essaie justement de créer un espace plus large de dialogue avec les élites politiques comme vous nous les avez décrites? Chris Tucker. Je travaille dans les risques et catastrophes naturelles. Il y a quelques années, le CRDI a entrepris des études sur le droit à l'eau dans le Moyen-Orient. Il y a des livres qui ont été publiés là-dessus. C'était très intéressant. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de ces enjeux plus larges. Donc, la loi de l'eau, la pénurie de pétrole à plus long terme ou à moyen terme. Quelle va être l'incidence de tout cela sur la politique dans la région et la politique internationale? Est-ce que il se pourrait que d'autres enjeux, des enjeux plus larges, puissent aboutir à une consolidation des objectifs politiques et religieux? Madame, oui, Margaret Brady, Conseil britannique. Nous nous intéressons beaucoup au dialogue interculturel. Je voudrais savoir si, par le biais des arts et des sciences, on pourrait améliorer la communication avec le monde arabe et en arriver à de plus grands changements. Bonjour, Eric Bieber, étudiant en politique, 4e année, Université Queen's. D'abord, merci pour votre présentation très intéressante. Personnellement, je m'intéresse de près au Moyen-Orient, à la politique dans cette région et les relations avec l'Occident de la région. J'ai une question sur les réformes dans le domaine de l'éducation. Vous avez
mis l'emphase sur la nécessité et qu'il fallait aider la cause de la modération arabe, mais en même temps, vous avez dit vous avez dit que le conflit israélo-arabe était un obstacle à cette modération. Donc, question, que pensez-vous de la réforme israélienne dans le système d'éducation? Le fait qu'il soit iranophobe, anti-arabe, un sentiment qui vise à en arriver à une prise de position plus modérée. Great, another great set of questions. Encore des questions très, très intéressantes. Alors, solution à 2 étapes, ou en 2 étapes. Ma réponse diplomatique, ce serait on est quasiment à la fin de ce processus et je suis d'accord avec vous. Les chances de voir ce processus aboutir sont très, très minces et quasiment inexistantes. Ceux qui ne sont pas encore prêts à déclarer la mort de cette solution le font parce que les autres solutions jusqu'à maintenant leur semblent encore plus irréalistes à court terme et peut-être même plus problématiques. Une solution avec un seul État. Et certaines personnes ont commencé à en parler dans les 2 camps, Moshe Aaron en Israël et des gens comme Seren Tsebian en Palestine. But there is still a majority on both sides. Donc, dans les 2 côtés, selon le dernier sondage, on pense que un seul État, la grande majorité des 2 côtés préférerait une solution à 2 États. Comment mettre en œuvre cette solution avec le règlement et avec les gens qui sont dans les territoires occupés? Je ne sais pas. En 1993, on a signé les accords d'Oslo. Nous avions 350 000 personnes dans les territoires de Gaza. Et à Jérusalem, aujourd'hui, nous avons plus de 500 000 personnes sur une population de 2 millions d'habitants. Donc 25% de la bande de Gaza aujourd'hui, les territoires occupés, ce sont des personnes israéliennes, des colons israéliens. Donc c'est vraiment une question extrêmement difficile. Mais peut-être moins difficile jusqu'à maintenant que certaines des autres solutions qui ont été envisagées et dont on pourrait débattre. Société civile, la société civile maintenant? La société civile dans le monde arabe est toujours limitée par des lois qui lui demandent de vérifier, d'avoir la permission de l'État avant de pouvoir même le critiquer. Avant de pouvoir critiquer l'État, elles sont censées recevoir le feu vert de la part de l'État pour faire quoi que ce soit. Ainsi, la société civile dans le monde arabe, jusqu'à maintenant, en grande partie, a été soit limitée dans ses activités ou même achetée par l'État. Bien des groupes de société civile dans le monde arabe concentrent leurs activités sur le bien-être plutôt que sur le plaidoyer ou la défense des droits et des réformes. Ce qui est ironique, c'est que là où la société civile est la plus forte, c'est là où l'État est le plus faible dans le monde arabe. Donc si vous regardez la Palestine, le Liban, vous voyez une société civile extrêmement florissante parce que l'État est faible et n'a pas pu en fait exercer son emprise, son autorité. Quand nous avons fait l'agenda national en Jordanie, une des principales recommandations, c'était une nouvelle loi relativement à la société civile qui ne nécessiterait pas l'accréditation du gouvernement. Mais malheureusement, ça n'a jamais été adopté. Cette recommandation n'a jamais été adoptée et n'a jamais fait l'objet d'une loi.
les droits en matière d'eau ou les droits à l'eau et l'incidence que ça pourrait avoir sur l'avenir. En arabe, nous avons un proverbe que je vais essayer de vous traduire. C'est-à-dire, quand vous vous noyez, vous ne vous souciez pas de vous mouiller, d'être mouillé ou de ne pas être mouillé. Donc, oui, les droits à l'eau sont très importants, mais les gens ont ce luxe, peuvent y penser quand ils sont occupés. Ils n'ont pas le luxe de penser au changement climatique. Soucions-nous du changement climatique, de l'environnement. Ce sont des enjeux très importants qui nécessitent qu'on s'y penche, mais quand vous êtes occupé, vous pensez à des choses beaucoup plus existentielles que juste si vous avez suffisamment d'eau ou pas. Même chose pour le dialogue interculturel. Oui, tout est utile là. Le problème, à mon avis, c'est que quand on a commencé ce processus il y a 20 ans à Madrid, les gens pensaient qu'il était temps d'avoir la diplomatie de la seconde voie pour que les gens vraiment apprennent à se connaître par le biais des arts, des programmes d'échange, des camps de paix, différentes initiatives qui visaient à ramener les gens plus proches les uns des autres pour qu'ils en arrivent à une solution. Mais ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que nous manquons de temps, nous n'avons plus de temps. Toutes ces activités sont certes très importantes, mais nous n'avons pas suffisamment de temps. Nous n'avons plus le temps d'en arriver à un règlement. En tout cas, si on veut une solution à 2 États, nous n'avons plus le temps. Ces activités ne peuvent plus vraiment servir de catalyseur. Une entente ne peut peut-être pas être passée en si peu de temps, puisque quelqu'un dans la salle me l'a dit, ce n'est plus possible. Ensuite, le système de réforme. Cette présentation portait surtout sur les principaux défis auxquels le monde arabe est confronté. J'espère que ce faisant, je ne voulais pas vous donner l'impression qu'en Israël, c'est beaucoup mieux en matière d'éducation, de réforme du système d'éducation. Je n'essaye pas de minimiser les problèmes dans la société israélienne. Et à mon avis, j'ai été le premier ambassadeur jordanien en Israël. Le système d'éducation israélien a encore beaucoup de chemin à faire, pas juste en termes de traitement du sujet arabe et même l'occupation des Palestiniens, mais aussi la façon dont ils traitent les Palestiniens arabes qui sont citoyens israéliens. Ici, la façon dont on traite aussi la communauté juive qui aujourd'hui est présente dans la société israélienne à différents niveaux. How do I even say this? Je ne sais pas comment je pourrais le dire de façon diplomatique. Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est oui, Israël a encore beaucoup de chemin à faire. Le texte, le contenu doit concerner les Arabes et les Palestiniens en particulier et ne doit pas les exclure pour seulement donner la position du gouvernement israélien et de la société et faire comme si les Palestiniens, tout simplement, venaient de nulle part, n'avaient aucun droit foncier, alors qu'en fait, c'était les propriétaires de ces terres. Donc, je ne veux pas m'engager dans un débat ici pour faire mousser mon profil là-dessus. J'ai beaucoup à dire sur Israël, mais ce n'était pas l'objet de cette présentation.
Merci, Marwan. Thank you. Merci beaucoup. Vous avez soulevé beaucoup de questions très importantes. Il y avait une question qui était très importante pour moi. Peu importe les changements apportés au monde arabe, ces changements doivent venir de l'intérieur du monde arabe. Ce sont des gens comme vous, d'autres Arabes comme vous, donc, qui vont mener ça à échéance. Alors, ça a toujours été un privilège pour le CRDI d'appuyer des efforts de la part des Arabes à façonner leur propre société de par la recherche fondée sur les preuves. Vous êtes donc un modèle pour d'autres dans votre région du monde. Vous êtes également un modèle pour ceux pour nous, en fait, qui sommes ici au Canada, qui connaissons nos propres problèmes d'inclusion et d'intégration. Donc, nous n'avons pas un sentiment de supériorité pour ce qui est de ces questions, mais nous constatons, en fait, que les changements sont toujours difficiles. Merci beaucoup.